On vous a préparé un épisode total régal parce qu'on va comparer l'équipe de France de l'année 2000, probablement la meilleure équipe de France de l'histoire, avec un Zidane au sommet de son art, des Lilian Thuram, Patrick Vieira, Thierry Henry de très haut niveau. On va comparer cette équipe de France de 2000 avec l'équipe de France d'aujourd'hui, l'équipe de France de Didier Deschamps qui prépare l'Euro 2020 et qui est évidemment championne du monde en titre et qui est désormais emmenée par un trio offensif de feu. Un trio offensif de folie avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Pour cet épisode spécial équipe de France, on est accompagné par Arnaud Ramsey. Salut Arnaud. Salut. Arnaud, t'étais déjà journaliste sportif à l'époque. Exactement. T'es un ancien, on peut le dire. Bah oui. Et t'as même écrit un livre sur le sacre des Bleus à l'Euro 2000. Exactement, j'étais grand reporter à France Football où j'ai couvert l'événement et avec Dominique Grimaud, on a raconté au fil des jours cette épopée extraordinaire conclue sur le fil contre l'Italie. Tu es parfaitement placé donc pour parler de cette équipe de France de l'Euro 2000. Et avec moi, j'ai mon collègue de sports.fr, Yannick Sagorin. Ça va Yannick ? Ça va nickel, bonjour à tous. Et toi JS, ça va ? Ça va, moi c'est donc Jean-Sébastien Gron. Et j'ai envie de vous chanter On est champions, on est tous ensemble, allez les Bleus, on est tous avec vous. Messieurs, avant de commencer notre comparatif de ces deux équipes de France, petite question Arnaud, Yannick, vous faisiez quoi durant l'Euro 2000 ? Arnaud ? Eh ben moi j'étais grand reporter à France Football, j'ai eu la chance de couvrir l'événement sur place, à faire quelques allers-retours parce que c'était pas très loin. Donc j'étais un acteur, un spectateur impliqué, et non pas supporter, mais voilà, j'ai vibré comme rarement avec les Bleus. Et toi Yannick ? Franchement, ça n'intéresse personne, mais moi, cet été-là, je passais mon bac avec un dénouement heureux comme pour les Bleus. Et puis, je me souviens avoir suivi, du coup, à cause de ce bac, la première phase un peu en dilettante. Moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la compète à partir des quarts. J'étais particulièrement impressionné par les Pays-Bas et le Portugal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Portugal contribue quand même à éliminer l'Angleterre et l'Allemagne dès le premier tour. Et puis après, ça s'est enchaîné. Le Portugal en demi, l'Italie en finale, tout ça. Franchement, moi j'ai personnellement, et je sais que c'était partagé à l'époque, on n'a jamais douté de cette équipe. À l'époque, on sortait du Mondial 98, personne n'avait enchaîné Mondial et Euro d'affilée. Et pourtant, c'était une évidence pour tout le monde qu'on allait la gagner, cette compète. On était encore dans l'euphorie de France 98. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. Et toi, JS ? Et moi, alors je suis un peu plus jeune que vous, messieurs, pas tant que ça. J'ai commencé à suivre le foot en 98 avec la Coupe du Monde, donc on peut dire que je suis un jeune footix et j'ai vibré devant chaque match de l'Euro 2000, donc ça reste de lointains souvenirs, mais j'ai triché un peu, j'ai revu 4 des matchs de l'équipe de France de cet Euro 2000. Yannick, pour ce comparatif 2000-2021, on va commencer par les gardiens de but tout simplement. Effectivement, JS, c'est logique. Donc, d'un côté, on a Fabien Barthez et ses 87 sélections, ses sacres au Mondial 98, à l'Euro 2000 et à la Coupe des Confédérations 2003, sans oublier évidemment la Ligue des Champions décrochée avec l'OM en 93. De l'autre, on a Hugo Lloris et ses 123 caps, son titre de champion du monde 2018 et ses finales de l'Euro 2016 et de la C1 2019 avec Tottenham. Du coup, franchement, d'un point de vue du palmarès, pour l'heure, il n'y a pas photo entre les deux. Maintenant, Lloris a l'avantage quand même de s'être imposé en Angleterre, ce que, à mon sens, Fabulous Fab n'a pas franchement réussi à faire avec Manchester United. Après, quand il était à l'apogée de sa carrière, fin 90, début 2000, Barthez, c'était quand même l'un des meilleurs gardiens du monde. En tout cas, on pouvait le considérer comme tel avec les Oliver Kahn ou Edwin van der Sar. Lloris, à mon sens, c'est plutôt un top 10 mondial, mais il n'a jamais pu prétendre au statut de meilleur gardien du monde. Ton avis sur ces gardiens, Arnaud ? Effectivement, il avait plus de cheveux comme à l'OM, Barthez, mais il était extraordinaire et ça a toujours été un poste important en équipe de France. Moi, qui suis beaucoup plus âgé que vous, j'ai grandi, entre guillemets, avec Joël Batz et d'autres. Et Barthez, qu'on a vu surgir un peu de nulle part, il a fait une Coupe du Monde 98 remarquable. On se souvient de sa sortie un peu, entre guillemets, kamikaze, parce que c'était son jeu contre Ronaldo. Mais j'ajouterais, alors le comparatif n'est pas forcément bien, mais j'associerais quand même, et ça a un peu miné l'équipe de France, Bernard Lama. Il faut vraiment les associer. Et pendant plus de 2 ans, c'était Barthez numéro 1, mais par exemple à l'Euro 2096, le titulaire c'est Bernard Lama qui sort contre les Pays-Bas au tir au but, une séance extraordinaire. Donc ça a un petit peu miné l'ambiance. En 98, on le sait, Bernard Lama a refusé de jouer le 3e match en disant après que s'il avait été très bon, il aurait mis Aimé Jacquet
un peu en porte-à-faux parce qu'il y aurait une vraie concurrence. À l'Euro 2000, Lama a joué contre les Pays-Bas, le seul match que l'équipe de France a perdu, mais il était très bon. Donc Barthez, remarquable, mais je pense que, après, on va pas réécrire l'histoire, mais quand on gagne, tout est très beau. Mais c'est sûr qu'il y avait une sorte d'ambiance, et pas une grande amitié entre Lama, qui s'estimait au moins aussi bon, mais je pense qu'il avait raison. Si le numéro 2 veut pas être numéro 1, c'est pas vraiment logique. Donc voilà, moi j'associerais vraiment Barthez et Lama pour 98 et 2000, et c'est des gardiens de but extraordinaires. Et puis, Hugo Lloris, c'est une sorte de monument beaucoup plus discret. Autant Barthez donnait de la voix, encourageait, transmettait. Lloris, c'est assez fascinant quelque part parce que, vous l'avez rappelé, son nombre de sélections, qu'il va peut-être être le joueur français le plus capé de l'histoire. Et pourtant, on le connaît mal. C'est l'un de ses paradoxes, il était titulaire au Mondial 2010, qui est sans doute en Afrique du Sud, la page la plus noire du sport français. Et c'est le héros l'un des héros de la Coupe du Monde 2018. Capitaine indiscutable. On ne connaît pas vraiment le secret des vestiaires, mais on sait évidemment qu'il est beaucoup moins effacé dans le groupe que devant les médias, où il sert peut-être que ça arrange Deschamps et les autres, une sorte de soupe pas désagréable, mais dont on ne tire pas grand-chose. Mais Lloris, il dégage une sérénité. On sait, que ce soit pour Barthez ou Lloris, qu'on n'a pas à être inquiet avec des gardiens comme ça. Messieurs, moi ça va vous surprendre, mais pour moi Barthez, il me paraît pas vraiment au-dessus de Lloris, dans le sens où je veux pas rabaisser la carrière de Lloris en équipe de France et surtout en Première Ligue. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Yannick, Lloris il s'est imposé en Angleterre et c'est clairement l'un des meilleurs gardiens d'Angleterre depuis des années. Alors que Barthez, son passage à Manchester United, il est pas super. J'avais été un peu déçu en tant que suiveur de Manchester United à l'époque. J'ajoute, pour vous convaincre peut-être quand même, messieurs, que Lloris a un ratio de 0,8 buts encaissés par sélection, 98 buts encaissés en 123 sélections, contre 0,55 pour Barthez, 48 buts encaissés en 87 sélections. Alors, passons aux défenseurs centraux. Et là, on a du lourd, hein. Ouais, on a du lourd, c'est clair, mais franchement, entre les deux générations, moi je trouve qu'il n'y a pas match non plus. Varane, c'est un titulaire indiscutable aujourd'hui en équipe de France, mais c'est difficile de lui trouver un binôme à sa hauteur. On a Umtiti qui était son pendant idéal pendant la Coupe du Monde 2018 en Russie. Mais bon, aujourd'hui, Umtiti, il est porté disparu. L'anglais, toujours au Barça, c'est pas beaucoup mieux. Upamecano, ça tarde aussi à confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Koundé, il est encore, le meilleur est encore à venir pour lui. Donc, on est encore dans l'inconnu le concernant. Du coup, il nous reste Kimpembe, qui a priori va accompagner Varane en charnière centrale, mais de mon point de vue, c'est pas non plus une sécurité absolue, Kimpembe. En fait, au global, c'est tout l'inverse de la force tranquille que dégageaient les Blancs et De Sailly, qui, à mon sens, formaient la meilleure charnière centrale de tous les temps. Je suis assez d'accord et j'associerais même, après on va parler des latéraux, mais les 4 défenseurs de l'équipe de France 98-2000, c'est unique quasiment dans l'histoire, qu'il n'ait pas bougé. Avec Barthez, gardien de but, ils sont jamais perdus. Donc cette charnière Blanc de Sailly dégageait une sérénité. Blanc était surnommé le président, c'était pas par hasard. Buteur parfois à l'occasion, physiquement des monstres. Très costaud, et c'est sans doute peut-être le point faible de Deschamps, même si Deschamps était un milieu défensif, donc il sait que tout se construit de l'arrière. Cette défense de 2020-2021, c'est pas qu'elle inquiète, c'est qu'on ne sait pas vraiment vers quoi on se dirige. Après, le génie de Deschamps et ses intuitions, c'est de tout reconstruire le paysage quelques semaines avant. Qui aurait dit que Pavard et Hernandez seraient titulaires? Faut se rappeler qu'en 2018, ils ont fait les derniers matchs de préparation, mais ils sortaient un peu du chapeau. Ils n'étaient pas du tout appelés à être titulaires. Donc pour 2021, je ne sais pas quelle sera la charnière de Deschamps. Vous avez raison sans doute qu'il va la construire autour de Varane, qui est le capitaine bis, qui fait plutôt une saison honorable au Real Madrid et qui est garant, qui est aussi, lui, bon de la tête. Il avait marqué en 2018, qui a du charisme, qui rassure ses partenaires, avec qui, que ce soit Kimpembe. Moi, Jules Koundé, quand je l'ai pu le voir, ses prestations me paraissent intéressantes. Et j'imagine que si Deschamps l'a rappelé, c'est pour mettre un supplément de concurrence et peut-être créer une surprise. Et c'est là aussi la force de Deschamps, c'est que il part dans sa tête, j'imagine, avec une charnière centrale idéale, mais il saura l'adapter au gré des suspensions, des blessures et de la compétition et de l'adversaire. Mais pour moi, vous avez raison, il n'y a pas photo. Je pense, Blanc de Sailly, dans l'histoire de l'équipe de France, je ne connais pas une charnière plus harmonieuse, complémentaire et efficace.
Alors Arnaud, oui, tu as parlé de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. Justement, on va passer à la catégorie des latéraux. Yannick, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Thuram et Lizarazu? Messieurs, j'ai parlé tout à l'heure de la meilleure charnière centrale de tous les temps. Je franchis volontiers le pas de la meilleure défense de l'histoire tout court. Avec la charnière blanc de Saï, Thuram et Lizarazu sur les côtés, c'est quand même juste inouï. Ça forme tout ça une défense imprenable. Pour moi, Thuram et Lizarazu font partie des précurseurs des latéraux modernes. C'était quand même des gars qui étaient capables de percuter, de seconder les ailiers, tout en étant hyper solides derrière dans les couloirs pour leur équipe. Franchement, on n'a pas fait mieux depuis. Moi, je veux bien croire que Hernandez et Pavard sont leurs dignes héritiers, mais il leur reste encore beaucoup à prouver pour atteindre un tel niveau d'excellence. Arnaud, toi, t'en penses quoi de ces latéraux ? Moi, encore une fois, Lizarazu, Thuram sur les côtés, on n'a pas fait mieux. Et Thuram, dans l'esprit de beaucoup, c'est le défenseur central par excellence. Mais ses premières années en bleu, ses plus belles années en bleu, il était latéral. Donc, il y avait une sorte de fraternité en plus entre ces quatre-là, et même ces cinq, parce que j'associe Barthez. Ils se connaissaient par cœur, ils avaient un vécu ancien ensemble. Ils étaient impressionnants. Moi, j'avais eu le plaisir d'accompagner Lizarazu dans ses mémoires, et il racontait que pour l'attaquant adverse, c'est-à-dire que si jamais vous arriviez à franchir Blanc, vous aviez deux Saïd derrière, et puis après vous aviez Lizarazu, voire Thuram et Barthez, c'est pour ça que vous donniez le ratio de buts encaissés. Il fallait vraiment y arriver jusqu'à tromper Barthez. Donc pour Deschamps, on a l'impression que c'est un peu plus ouvert. Avant le Mondial 2018, Lucas Hernandez et Pavard qui ont changé de statut, tous les deux, qui sont en plus partenaires de club aujourd'hui au Bayern Munich. On ne pensait pas forcément qu'ils seraient appelés à durer, or ils sont toujours là. Et si Pavard nous refait une frappe comme contre l'Argentine en 2018, on ne saura que s'emballer, mais c'est vrai que l'histoire est un éternel recommencement, et Thuram avait marqué un doublé en 98, Pavard a marqué en 2010, donc est-ce que le parallèle va se poursuivre jusqu'à 7 euros ? J'espère, ce serait de bon augure, ça voudrait dire que l'équipe de France ira au bout de 7 euros 2021, mais moi, à titre personnel, je repartirais plus au combat avec Lizarazu et Thuram, qui physiquement étaient extrêmement, on peut pas faire plus opposé que le petit basque et le grand Thuram costaud, mais voilà, il y avait une vraie fraternité entre eux, un amour du maillot et une amitié qui existe sans doute aujourd'hui, mais on a l'impression que le football professionnel fait qu'il y a moins de liens forcément qui se tissent aujourd'hui. On continue avec les milieux défensifs, et d'ailleurs c'est intéressant de noter, Yannick, Arnaud, que Roger Lemaire, comme Didier Deschamps, ils alternent entre un duo de 2 milieux défensifs et des milieux de terrain à 3 joueurs. Donc on va voir ça avec Yannick. Alors je suis très Euro 2000 depuis le début. Je vais devoir être un peu plus nuancé cette fois. Kanté, Pogba, Rabiot, ça a quand même de la gueule. Pogba est un monstre qui gagnera à épurer encore un peu son jeu, je pense, mais quand il est en pleine possession de ses moyens, je le répète, c'est un monstre. Comment ça, un monstre, Yannick ? Arnaud, t'en penses quoi de Paul Pogba ? Pogba, on pourrait faire toute l'émission sur Pogba. Il est à la fois agaçant à la lueur de son talent et de son charisme. Moi, j'étais au Stade de France quand je l'ai vu débuter. Il avait 20 ans, mais on avait l'impression qu'il était là depuis des années. Il y a toujours des mystères. Il fait une Coupe du Monde 2018 parce que c'est un peu le juge de paix extraordinaire. On a un peu fantasmé parce qu'il avait changé de coupe de cheveux. On avait l'impression qu'il s'était assagi. Mais le génie, en tout cas l'intelligence de Deschamps, c'est d'avoir su convaincre Pogba de simplifier son jeu. Moi, Pogba, il a un talent fou. Je trouve que quand il joue simple, ce qui est le plus dur à faire, il est extraordinaire. Il a marqué en finale de la Coupe du Monde 2018. Le problème de ce genre de joueur qui attire tellement la lumière, que ce soit à Manchester United ou en bleu, c'est que quand il est un peu maladroit, quand il rate, on ne voit que ça. Mais quand on aime le foot, on peut être que fan de Pogba. Après, quel Pogba on verra à 7 euros en 2021 ? Est-ce que c'est celui plutôt régulier en bleu, même si parfois un peu agaçant, mais dont j'aimerais quand on voit la puissance de frappe qu'il a, qui tente plus de frappe, parce qu'il sème le danger. Et puis en plus, là, on décompose joueur par joueur, mais on voit la complicité qu'il peut avoir, par exemple, avec Antoine Griezmann. Donc ça aussi, ça joue. Quand Pogba joue simple et qu'il peut tirer au but, évidemment qu'il est impressionnant. Parfois, si on regarde ses performances à Manchester, on est un peu déçu, frustré, mais dès qu'il est sur la pelouse, on ne voit que lui. Et oui, on peut n'être que fan de Pogba. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'Euro 2000, on avait des mauvais joueurs. Non, c'est clair. Et puis on a
Surtout Kanté, qui est un joueur tout bonnement hallucinant. On l'a encore vu récemment en Ligue des Champions lors du parcours de Chelsea contre le Real Madrid ou Manchester City. À lui tout seul, il a martyrisé ses 2 adversaires en faisant très mal au milieu de terrain adverse. Ça a l'air facile quand on le voit comme ça, mais son abattage, son volume de jeu, sa vision du jeu sont uniques. Uniques comme l'étaient les qualités d'un Vieira tentaculaire, précieux à la récupération et dans l'orientation du jeu. Deschamps, lui, était un peu plus laborieux, un peu plus frustre techniquement, mais c'était l'âme de la sélection, un leader sur le terrain comme dans le vestiaire entièrement dévoué au collectif. Peut-être ce qui manque précisément et paradoxalement, vu qu'il la dirige aujourd'hui, à l'équipe de France. Oui, Deschamps, c'était un peu le chant du cygne, c'est beaucoup dire, mais autant en 98, il était... de toute façon, ça a toujours été le relais. On a l'impression qu'il est né avec un brassard autour du bras, Deschamps. Après, je pense que c'était le stratège, c'est lui qui faisait la stratégie, qui relayait, qui donnait les bonnes énergies, les consignes. Et d'ailleurs, c'était une des rares brouilles de Deschamps avec la presse à l'Euro 2000. Vous étiez trop jeune, mais il boudait la presse parce que la presse, en tout cas, c'était sa perception. Deschamps avait l'impression que la presse militait pour que Patrick Vieira, et je pense qu'il focalisait beaucoup sur Pierre Ménès, qui était à l'époque à l'équipe, mais c'était Deschamps ne parlait plus à la presse à l'Euro 2000. C'était un peu compliqué pour nous les suiveurs, mais c'était un peu la fin de règne de Deschamps comme joueur, et beaucoup pensaient que Patrick Vieira a dégagé plus d'abattage. Et c'est vrai que Vieira, à l'Euro 2000, déjà, il rongeait un peu son frein en 98, où il fait une entrée en jeu en finale importante, parce qu'il sert Dugarry pour le 3-0. Mais effectivement, Deschamps était moins performant sportivement, mais extrêmement influent. Et puis Kanté, on a l'impression que tout a été dit. C'est l'émerveillement permanent, l'intelligence, l'abattage. Avec Chelsea, il est en train de sortir d'une saison épatante encore. Quels que soient les entraîneurs, ils maintiennent leur confiance. Là, je suis d'accord avec vous, je voterais sans doute 2021 à la condition que Rabiot, Kanté, Pogba soient aussi performants en même temps et ensemble. Et donc Arnaud, tu nous parlais du traitement médiatique autour de Didier Deschamps et de Patrick Vieira. Comment ça s'est matérialisé durant cette compétition ? Je vais dire à l'époque, je vais pas parler comme un vieux, mais c'est un peu le cas. Disons que les joueurs étaient plus accessibles qu'aujourd'hui. Mais Deschamps avait l'impression, Didier Deschamps qui était le capitaine, qu'il y avait une sorte de campagne de presse. Et quand je dis campagne de presse, il y avait moins de concurrence dans les journaux, donc c'était beaucoup focalisé sur l'équipe, et notamment Pierre Ménès qui était la voix des joueurs un peu pour le quotidien. Et puis il y avait quelques papiers off, parce que dire du mal de Deschamps on, c'est-à-dire à visage découvert, quand on est joueur, ça veut dire qu'on est condamné définitivement à l'oubli. Certains l'ont payé au prix fort. Donc voilà, Deschamps était un peu en guerre. Après, moi, il y a pas de bons ou de mauvais moteurs. En 98, on se souvient, Jacquet était vent debout contre la presse. Cette déclaration, alors que la France est championne du monde, qui dit « je n'oublierai jamais, je ne pardonnerai jamais », c'est quand on la revoit, c'est assez glaçant quand même. Donc, le problème des joueurs, globalement, pour nous, les suiveurs, c'est-à-dire qu'ils considèrent que quand journaliste, on suit l'équipe de France, on doit être supporter. Donc, évidemment qu'on a envie, moi, j'avais envie que les Bleus aillent loin, parce que on partage quand même des choses avec eux, et que même si c'est une vie par procuration, on les accompagne. On n'a pas à être pour ou contre les Bleus. Si on dit que les Bleus jouent mal au début de l'Euro 2016, c'était quand même très laborieux. Si on dit que les Bleus, et je l'ai couvert cette Coupe du Monde 2006, extraordinaire à tout point de vue, mais qui a commencé par 2 matchs nuls, et je rappelle quand même que la mi-temps du 3e match contre le Togo, France-Togo, moi j'étais dans les tribunes, donc je rentrais si les Bleus perdaient. La France était éliminée dans un groupe où il y avait la Suisse et la Corée du Sud. Et quand on voit ce que les Bleus ont fait de Zidane après, c'était extraordinaire. Donc voilà, en 2000, le contexte était qu'il y avait de la tension parce qu'on attendait beaucoup de ces Bleus, parce que Roger Le Maire était dans une phase un peu parano et qui s'est encore accentué dans des proportions folle en 2002, et puis on a vu l'issue en Corée du Sud. Donc voilà, il y avait un peu un climat de tension, de défiance, mais pour moi, ça fait partie des choses naturelles. Mais Deschamps, lui, personnellement, c'est la première fois qu'il était contesté dans les médias. Après, si les médias faisaient les équipes, ça saurait, mais parce que Deschamps est tout sauf idiot, il savait que ça reposait quand même sur des fondements, que les gens qui parlaient off, c'était des vrais gens qui n'osaient pas l'affronter directement, et donc jusqu'au bout, d'ailleurs Deschamps prend sa retraite internationale, c'est pas un hasard, après l'Euro 2000, donc il savait qu'il fallait passer la main, mais jusqu'au bout il s'est accroché, et c'est pas sa meilleure compétition sur le terrain, mais il savait encore distribuer les consignes un peu partout. Au-delà de cette relation particulière à la presse, tu sais s'il y avait des tensions au sein du groupe France
D'abord, on ne sait pas tout. Et puis, encore une fois, moi, j'ai eu le plaisir de faire les bios officiels de Lizarazu et Djorkaeff. Donc, ils m'ont vraiment raconté ces deux compétitions de l'intérieur. Alors, je ne vais pas dire que c'est la faute des réseaux sociaux, mais aujourd'hui, tout sort en 5 minutes. On fait des polémiques et nous, les premiers, parfois surtout n'importe quoi. 2000, ça a commencé à peine à exister. 98, pas du tout. Et qu'il y avait plus d'esprit de corps. Quand on revoit aujourd'hui Les yeux dans les bleus, Stéphane Meunier, avec Zidane qui écoute du Polnareff ou Barthez qui filme, enfin une sorte de... que c'était presque enfantin, si vous voulez. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est pas que ça s'entendait mieux, mais qu'il y avait plus de fraternité et plus de ciment. Parce qu'il se voyait beaucoup plus. Aujourd'hui, un tel joueur, dès la fin du match, il prend son avion privé de son club et il se voit plus. C'est un peu la difficulté, presque la souffrance du sélectionneur d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un rassemblement, quand il a trois jours, les joueurs en un mois, il peut s'estimer heureux. Donc, avant, il y avait plus les rassemblements étaient plus longs, on avait plus le temps de créer des complicités. Et puis, encore une fois, on réécrit toujours l'histoire à la lueur de la victoire, 98 et 2000. Est-ce que l'ambiance était extraordinaire 98-2000 et est-ce qu'elle était désastreuse en 2002 parce qu'ils ont perdu le premier tour? Non, je pense pas. Juste la fin de cycle, le hasard, la chance. En 98, si la France perd contre le Paraguay, que Blanc ne marque pas le but en or et que Chilavert détourne les tirs au but, si Baggio marque, Jacquet aurait été... on a l'impression que tout le monde était fan de Jacquet, mais il faut... évidemment que non. Est-ce qu'il aurait été lynché? Pas loin. Enfin, l'Euro 2000, ça tient pas grand-chose. Nous, on a vibré, mais si vous en parlez aux Portugais avec la main de l'abbé Xavier ou les Italiens avec le gag où on disait ils ont embouché les bouteilles de champagne, mais quand Wilton marque et autres, c'est improbable. On n'y croyait plus. Donc voilà, je pense que le ciment et l'amitié, elle se réécrit aussi quand on est champion et on oublie tous les conflits. Merci Arnaud, c'est très intéressant ce retour en arrière. Tu vas loin dans le passé. J'ai l'impression de faire mon Fréquence Star. Ouais. Passons donc au secteur offensif, messieurs. Yannick, est-ce que tu peux nous parler des meneurs de jeu, des ailiers, des Zidane, des Djorkaeff, des Mbappé, des Griezmann? Il n'y a que des cracks en fait, messieurs. Oui, clairement, on n'a pas à se plaindre. Au niveau technique, c'est très fort sur les deux générations. En 2000, Djorkaeff est sur la fin de sa carrière, mais ça reste une vraie référence à son poste. Zidane, c'est Zidane, il est au sommet de son art, sans doute le meilleur joueur du monde à l'époque. Il y a peut-être Dugarry qui fait débat, mais on connaît tous l'importance de ce Dugarry-là dans le groupe France. Et puis, on a aussi Thierry Henry, qui n'est pas encore la légende qu'il est devenu par la suite, mais on a déjà un bon aperçu de son potentiel. Aujourd'hui, franchement, on n'est pas mal non plus. Avant même de parler des Griezmann, Mbappé et Benzema, qui sont les incontournables de cette équipe de France, on a des Coman et Dembélé capables de fulgurance phénoménale. Donc, on est plutôt gâtés aussi. C'est toujours bien d'avoir des problèmes de riches. On aurait presque pu associer, ce que je vais revenir encore sur l'Euro 2000, mais là, on s'enflamme à juste titre sur... tout le monde imagine déjà une triplette Mbappé, Griezmann et Benzema, évidemment. Et il faut savoir que le premier match de l'Euro 2000, c'était France-République tchèque et il aligne Nicolas Anelka et Thierry Henry. Et il y a David Trezeguet qui est pas loin. Donc, c'était la triplette extraordinaire. Après, Roger Lemaire s'est réadapté. C'était vraiment Thierry Henry quasiment seul en pointe. Je suis pas vraiment d'accord avec vous. Il fait un Euro 2000 remarquable, Thierry Henry. Mais c'est sûr que Zidane, cette compétition, je l'ai trouvé extraordinaire dans le sens où c'était hors norme. Et vous l'avez rappelé, ils étaient, pour Djorkaeff par exemple, ils étaient en pleine maturité. Djorkaeff qui sait être titulaire, le but, je crois qu'il marque contre l'Espagne. Tous les joueurs que vous avez cités, c'est des joueurs qui savent être décisifs. Et la particularité, c'est que ça jouait quasiment, alors qu'il y avait Henry Trezeguet Anelka et Trezeguet sur le banc, ça jouait quasiment qu'avec un vrai avant-centre, parce que bon, Dugarry étant un peu en marge, mais il a joué quelques matchs, mais il n'était plus titulaire. Aujourd'hui, une équipe, c'est 11 joueurs et qui doivent apprendre à jouer ensemble. Quand on voit les remplaçants aussi, Marcus Thuram, Kingsley Coman et les autres, on a l'impression que tout le monde voudrait que tout le monde joue. Mais au bout d'un moment, c'est pas possible. Il y a des choix à faire. Donc, Deschamps, je pense, il sera intransigeant là-dessus. On n'a même pas parlé d'Olivier Giroud, qui, comme d'habitude, comme Mathieu dit, on ne cite jamais au début, puis ils finissent titulaires. Mais sur le papier, 2000 et 2021, c'est épatant. Et c'est sûr que Benzema change tout. Donc, surtout plus altruiste, plus complet. Asaji, je ne sais pas, ça l'histoire le dira, mais on a envie vraiment de voir ça comme on avait envie de le voir à l'Euro 2000, mais il faut aussi se méfier des premiers matchs qui permettent aussi de s'adapter. Henry, Trezeguet, Anelka, on les imaginait au bout de l'Euro 2000. Trezeguet, il a été devenu remplaçant. On a vu qu'un remplaçant peut devenir le héros d'une compétition avec son but en or. Donc,
Je mettrais quasiment match nul, mais Zidane, voilà, pour moi, cet Euro 2000, il a été, que ce soit contre le Portugal, surtout, et contre l'Espagne, il a été vraiment extraordinaire. Et Mbappé, tu le situes où dans tout ça ? Mbappé, l'impression d'enfiler les perles quand on parle de lui. Est-ce que son nouveau statut prendra un peu ombrage de Benzema qui va tirer toute la lumière ? Ça fait partie des équations qu'on a envie de connaître, qu'on ne peut pas résoudre avant la compétition. Et je crois qu'on n'a jamais eu de potentiel offensif aussi impressionnant qu'aujourd'hui. Tu l'as évoqué, en effet, au poste d'avant-centre, on a aussi Anelka. C'est un joueur qui a déjà ses détracteurs à l'époque, mais en termes de talent, il fait l'unanimité à son poste. Avec des chances, sans Benzema pendant 5 ans, on a eu Giroud qui a rempli le rôle d'avant-centre à merveille. Il a toujours bien fait le boulot, mais c'est vrai que le retour de Benzema, ça change complètement la donne. Benzema, c'est tout simplement l'un des meilleurs attaquants français de l'histoire. C'est vrai. Anelka, moi, je connais vraiment extrêmement bien. Cet Euro 2000, il est un peu particulier pour lui parce que à l'époque, il jouait au Real Madrid. Il vient de gagner la Ligue des Champions. Il était plus trop en équipe de France. Et puis, j'allais dire, Roger Le Maire n'avait d'autre choix, oui, presque, que de l'appeler parce qu'il fait une fin de saison en boulet de canon. C'était une année particulière déjà avec Anelka. On parlait des polémiques. Il avait été suspendu 45 jours au Real Madrid pour avoir refusé de s'entraîner. Et c'est le paradoxe, parce que moi, j'ai participé au film de Netflix sur Anelka, et quand je lui parle de l'Euro 2000, il dit, j'ai l'impression, alors je suis content que l'équipe de France ait gagné, mais j'ai l'impression de ne pas l'avoir joué. Parce qu'il était titulaire au premier match contre la République tchèque, il fait une passe décisive à Thierry Henry contre le Portugal, mais il joue pas du tout de la finale. Et il a eu le sentiment d'être passé non pas au travers, mais de ne pas avoir été décisif. Un attaquant, ce qui compte, c'est qu'il soit décisif. Giroud, en 2018, on le comparait plus à Guy Varche, de 98 parce qu'il n'avait pas marqué un seul but alors que c'était l'attaquant, mais il est précieux et j'ai l'impression que plus on critique Giroud, plus il sort renforcé et honnêtement, en bleu, peut-être que les puristes seront choqués qu'il devienne peut-être le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, ce qui est encore possible. On parle beaucoup de destin, moi je crois beaucoup à cette notion de destin, on a l'impression que Giroud, qui est extrêmement croyant, il a un destin hors norme, un peu frustre, toujours à être critiqué, mais depuis ses débuts, que ce soit à Tours, à Montpellier, à Arsenal, à Chelsea, on le critique. En bleu, il est solide, il est efficace. Ça matche bien avec Mbappé, ça matche bien avec Griezmann.